2008, Los Angeles. Thomas Bangalter et Guy Manuel de Cristo sont dans un studio d'enregistrement. Ils ont devant eux des mois de travail. Des démos, des idées, des embauches de chansons. Ils appuient sur play, ils écoutent et ils effacent tout. Ces deux hommes, c'est Daft Punk. Ceux dont les sons ont façonné 20 ans de musique électronique mondiale. Ceux qui viennent de terminer la tournée la plus spectaculaire de la décennie, une pyramide de 15 mètres, des salles entières qui tremblent, des millions de personnes qui chantent leurs mots sans même connaître leur visage. Et les voilà donc dans ce studio, ils effacent tout. Pas parce que c'est mauvais, juste parce que c'est trop simple. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé ensuite. 5 années qui ont suivi cette décision. La construction de l'album, les musiciens, les millions dépensés, des anecdotes peut-être que vous connaissez pas, et la musique qui en est sortie. Un album qui en plus, quand il est sorti, a pris tout le monde par surprise. Et qui, avec le temps, est devenu quelque chose de beaucoup plus grand que ce que même Daft Punk avait imaginé. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Random Access Memories. Et pour comprendre ce qui s'est passé dans ce studio en 2008, il faut déjà comprendre qui sont ces hommes. Je pense que vous les connaissez, on va revenir rapidement dessus, mais c'est quand même important. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont fait avant pour qu'en 2008, ils se disent non, on va essayer de changer les choses, on va essayer de faire quelque chose de nouveau. Et donc il faut remonter 3 ans plus tôt, en 2005. Daft Punk sort Human After All. L'album, il a été fait en 6 semaines. Human After All a été fait en 6 semaines, oui. Et ça s'entend, c'est mécanique, répétitif, mais efficace. Mais ça manque quelque chose, c'est pas la chaleur de l'album Discovery, et c'est pas non plus la folie créative de Homework. Bangalter admettra lui-même qu'il travaillait en pilote automatique. Et il y a un côté assez comique dans le nom quand même de ce projet, puisque c'est Human After All, donc humain après tout. Et en fait, quand on l'écoute, c'est leur projet le plus mécanique, le plus froid, le plus robotisé. Et on le verra ensuite, bien sûr, mais c'est un peu la prédiction ironique d'un album qui ne l'était pas encore vraiment. Ils enchaînent pourtant ensuite avec la tournée Live 2007. Ça, par contre, ne vous inquiétez pas, légendaire, exceptionnel, on en parle encore aujourd'hui. Et juste pour expliquer, quand on le voit aujourd'hui, on fait oui, on le voit partout. Mais à l'époque, en 2007, une grande pyramide de 15 mètres avec des lumières, des effets qui vont avec le son et tout, ça ne s'était jamais vu, c'était un truc exceptionnel. Et s'il y avait que le setup qui était incroyable, bah non, sinon ça serait pas drôle. Il y a aussi des setlists qui mélangent 10 ans de discographie exceptionnelle et mythique. Et c'est donc pendant cette tournée qu'on commence à réfléchir au prochain album. Donc, ça s'appelait pas encore Random Access Memories à l'époque, mais ils commençaient à réfléchir quand ils étaient en tournée et tout, dans les chambres d'hôtel, sur l'ordinateur portable et tout, et on fait ça, on fait les démos, et c'était encore une fois très électronique. C'est ce qu'ils faisaient. Donc c'était des sons électroniques, ils récupéraient des samples, bam 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 bam. Puis vient Tron Legacy en 2010. Disney leur commande la bande originale du film, et pour la première fois de leur carrière, Daft Punk travaille avec un vrai orchestre. De vraies cordes, de vrais cuivres, des musiciens qui lisent des partitions. Et à ce moment-là, quelque chose se passe dans la tête des deux robots. Thomas Bangalter dira « Faire de la musique pour un film, c'est très humiliant. Ça remet les choses en perspective. » Alors quand il dit très humiliant, c'est pas péjoratif, c'est plus en mode « Ok, on pensait être les boss du monde, et puis finalement, bon... Ça remet un peu les pieds sur terre, là, ce que vous êtes en train de nous proposer. » Et c'est donc après la fin de la production de la BO de Tron, qui retourne donc sur Random Access Memories, ils se posent, ils réécoutent tout, et là ils se disent non. C'est à ce moment-là qu'ils jettent. Ils sont non, plus la merde. Nous voulions faire avec des gens ce que nous faisions habituellement avec des machines et des sampleurs. Et c'est donc aussi à ce moment-là que le titre de l'album prend tout son sens pour eux, puisque c'est Random Access Memories, RAM, RAM. Et RAM, c'est le terme informatique pour la mémoire vive d'un ordinateur, celle qui stocke les données de façon non linéaire, accessible à tout moment dans n'importe quel ordre. Bangalter l'expliquait, nous faisions un parallèle entre le cerveau et le disque dur, la façon aléatoire dont les souvenirs sont stockés. Comme c'est arrivé à tout le monde de écouter un son et de se rappeler un moment de sa vie qui est relié à ce son en se disant « Oh putain, genre je l'avais oublié et tout », c'est ce que voulait provoquer Daft Punk. Et donc la décision est prise. Maintenant, reste la question la plus importante quand même par rapport à tout ça. Comment on fait un album live quand on ne sait presque pas jouer d'instrument ? Bonne question. Mais avant ça, il faut comprendre pourquoi Daft Punk voulait ça. Toute leur carrière, les deux robots ont baigné dans le disco et la funk des années 70. Vous l'avez peut-être entendu, je pense que vous avez déjà vu des vidéos de l'histoire de Daft Punk et tout ça, on reviendra pas dessus, mais vous le savez, le papa, peut-être, je sais pas encore, le papa de Thomas Bangalter était un auteur-compositeur dans les années 70-80 de groupes de disco et de groupes de variété française. Donc Thomas a baigné là-dedans. Et depuis Homework, Discovery, tous leurs projets, ils ont passé leur carrière à sampler ces époques, à s'en nourrir, à les recycler pour
pour les faire sonner nouveau. Et pour RAM, on va dire RAM. Quelquefois je dirais Random Access Memories, quelquefois je dirais RAM, mais RAM c'est Random, enfin c'est le nom du projet quoi. Ils sont allés encore plus loin que ça. Ils sont allés enregistrer dans les studios où cette musique avait été créée. Henson Studios, Electric Lady Studios, Capitol Studios. Ces salles ou ces studios ont une aura. Elles ont des histoires. Vraiment, tu rentres dedans, tu sens qu'il y a des gros trucs qui sont passés dedans. Et ça, Daft Punk, il le ressentait. Mais la vraie rupture avec ce qu'ils faisaient avant, c'est surtout la méthode de travail. Avant, ils samplaient des vieux disques, ils récupéraient 2-3 secondes d'un morceau, ils le mettaient en boucle, ou alors ils rajoutaient un son d'un vinyle des années 80 avec un morceau de 2 secondes d'un morceau des années 70, ils regroupaient tout et tout, ils mixaient tout. J'ai l'impression que c'est très mal résumé ce que je suis en train de raconter et que je réduis énormément leur travail. Mais non, c'était déjà exceptionnel ce qu'ils faisaient et surtout, tout le monde peut pas le faire ça. Sur Random Access Memories, c'est l'inverse. Ils fredonnent. Et là vous allez me dire, bah oui, non mais connard, oui, de quoi ils fredonnent? Ils vont pas faire un album en fredonnant. Oui, je sais, déjà connard, j'ai apprécié à moitié, et puis bah je vais vous expliquer. En gros, ils ne savent pas jouer de la batterie. Ils ne savent pas non plus jouer de la basse. Alors voilà comment ça se passe concrètement. Daft Punk arrive en studio avec une idée dans la tête, une rythmique, une ligne mélodique, une sensation, et il la fredonne au musicien. Et le musicien, il joue, il entend ça, il fait ok. Pour le moment, rien d'extraordinaire, hein, on est d'accord. Sauf que Daft Punk ne lui demande pas d'enregistrer une chanson du début à la fin, il demande de jouer ce riff, ces 4 ou 8 mesures, en boucle pendant 10 minutes sans s'arrêter. Et en laissant les variations venir naturellement, le groove évoluer, en laissant le musicien s'installer dans le son petit à petit, et 10 minutes de la même chose, encore et encore. Et après, Daft Punk, il récupère ça, il passe des heures, des jours à éplucher ces 10 minutes qui ont été répétées pour trouver le petit truc où, ah là le rythme il est bien, ça c'est pas mal. Faut être complètement niqué de la tête. Honnêtement, vu le rythme où ça va, apprends à faire l'instrument, ça sera plus rapide mon pote, hein, j'ai envie de te dire. Et ce qu'ils cherchent, c'est pas la prise la plus propre, c'est pas la plus précise, c'est la plus vivante. Les 2 secondes où quelque chose se passe que personne ne peut programmer. Et dans ces heures et heures de jam, c'est ces 2 secondes-là qu'ils gardent. Et là, tout ce que je suis en train de vous expliquer, ces heures, ces jours d'enregistrement de guitare, de batterie, de tout ça et tout, c'est enregistré avec des bandes magnétiques analogiques. Il n'y a pas de numérique ni rien. Les bandes, des vraies bandes, hein, comme dans les studios des années 70. Hein. Et vous allez me dire, pourquoi ils se font chier à ça? Pourquoi? Là, il y a une raison. Et cette raison, c'est que la bande analogique capture quelque chose que le numérique ne peut pas reproduire. Ça passe des micro-variations aux légères imperfections jusqu'à la chaleur d'une performance humaine. Quand un musicien y joue, il a des infimes fluctuations de tempo, de dynamique, d'intonation. Et dans tout ça, le numérique, il a plus tendance à le lisser, à le corriger, à l'éliminer, alors que la bande analogique, elle préserve tout. Et c'est exactement ce que les Daft Punk voulaient entendre. La preuve irréfutable qu'un humain a joué ça. Et c'est Mike Kuzowski, l'ingénieur son de l'album, qui est un homme qui a travaillé avec Prince, avec Barbra Streisand, qui résume le mieux ce chantier. Le disque, il était entièrement analogique. La partie difficile, c'était d'écouter toutes les prises et de trouver les bonnes performances pour les différentes sections. Et c'est en partie pour ça que l'album a pris autant de temps. Et quand le mixage est enfin terminé, les bandes master doivent être envoyées à Bob Ludwig, à Portland, dans le Maine, pour le mastering final. Là, c'est pas du numérique, donc tu peux pas envoyer un mail ou un truc comme ça, hein, où il transfère et puis t'envoies les sons. Hein. Non, là, c'est des bobines. Donc, t'es obligé de tout transporter. Et lui, il est à Portland. Et eux, ils ont enregistré ça à Los Angeles. Ça fait 4500 km. Et c'est là que pour moi, il n'y a pas de coïncidence et que c'est juste beau. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas de coïncidence, c'est fou. Vous le savez peut-être, et je pense que vous allez le comprendre durant toute la vidéo, je suis un fan absolu de Daft Punk. Depuis que je suis tout petit, je suis fan de Daft Punk, et j'adore cet album, c'est l'un de mes préférés de la discographie de Daft Punk. Et il y a quelque chose où je m'en suis rendu compte il y a quelques années, c'est que l'ingénieur son s'appelle Peter Franco. Et moi, mon vrai nom, c'est pas Delahousse, c'est Franco. Et je m'appelle Pierre. Pierre Franco, Peter de Franco, Pierre de Franco, Pierre de... Pas de coïncidence. Dans une vie intérieure, bon, il est vivant quand j'étais encore de ce monde, je le suis encore. Donc c'est pas dans une vie intérieure, mais on se comprend. Il n'y a pas de coïncidence. Et des Pierre Franco, il n'y en a pas 36 000. Là, comme il est américain, c'est Peter Franco. Mais normalement, s'il était né en Poitou-Charentes, il s'appellerait Pierre Franco aussi. Donc c'est fou, voilà. L'anecdote, je pense que là, on a perdu 1 minute, tout le monde s'en bat la race. Mais moi, je trouve que le message est beau. Et donc, ce Peter Franco que je vais appeler Pierre Franco, parce que je préfère ça maintenant, c'est vraiment un bon gars en plus. Hein. Tous les Pierre Franco sont des bons gars dans tous les cas. Mais là, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il est obligé de prendre la voiture et il transporte lui-même de Los Angeles jusqu'au Maine. Il voulait prendre la responsabilité, il se disait que s'il l'envoyait, je sais pas, par avion, je sais pas quoi, il allait peut-être avoir un risque. Donc, c'est lui qui a pris sa voiture
et il a fait les 4500 km. Et je sais pas si vous vous en rendez compte, et c'est pour ça que ça a été donné à ce fameux Peter, c'est que c'est 5 ans de travail, des millions dépensés dans une voiture sur l'autoroute des États-Unis là. Mais après tout ce que je viens de vous raconter, les 5 ans de travail, les studios chargés d'histoire, les musiciens qui fredonnaient pour les faire jouer, et les bandes analogiques transportées en voiture à travers les États-Unis, on pourrait se demander, ça donne quoi finalement? Concrètement, ça donne quoi? À quoi ressemble un album fait comme ça? Eh ben, on n'a pas besoin d'aller très loin, parce que dès les 30 premières secondes du premier morceau de l'album, je pense que tout est résumé. Il y a des albums dont on sait tout en 10 secondes. Et quand t'écoutes les premières notes de Give Life Back to Music, on sait exactement à quoi va ressembler Random Access Memories. C'est groovy, funky, vivant. Et si t'es fan de Daft Punk et que tu l'écoutes pour la première fois, tu t'y attends pas forcément à ce style de musique. Et là, dans cette petite partie, là, ce que vous venez d'entendre, ce morceau de sucre d'amour de musique, eh ben, c'est l'élite de la musique qui est dedans. Et pour comprendre pourquoi Daft Punk est allé chercher spécifiquement ces gens-là, il faut aussi déjà savoir de base qui sont-ils. Ce fil de batterie là que vous entendez et qui ouvre le morceau, c'est quelque chose qui pose tout. Et c'est John J.R. Robinson, surnommé le batteur le plus enregistré de l'histoire de la musique. Et je vais vous donner un exemple tout bête. Qu'est-ce qu'il a fait ce mec ? Vous voyez un son de Michael Jackson qui fait au début une des introductions, les plus belles introductions de tous les temps d'une musique. Je mets l'extrait, on va mettre l'extrait, ce sera plus simple. Bah c'est lui. Ça va, c'est pas mal, y a pire quand même. Et c'est pas tout, si c'était que ça. Bon, le mec, oui, très bien, t'as fait un truc, et c'est bon. Bon, c'est Michael Jackson, c'est quand même mythique, mais bon. Y a pas que ça. Ain't Nobody de Chaka Khan. C'est lui aussi. Ain't No Corrida de Quincy Jones. Et bah, devinez quoi, bah, c'est lui aussi. Non, il a fait 2-3 trucs. George Benson, Give Me the Night, ça vous dit quelque chose ? Bah, vous en doutez, c'est lui aussi. Et s'il y a des gens qui te disent « Oh putain, oui, c'est Brice de Nice », là, faut aller se faire foutre par contre. Enfin, vite fait, faut aller se faire foutre rapidement, mais quand même, faut aller se faire foutre. Et ça, c'est des morceaux que Daft Punk connaissent par cœur, que leur père passait à la maison, que leur sampleur avait dévoré, et je pense que c'est pas les seuls, puisque nous aussi, on connaît tous ces sons. Donc mettre Robinson à la batterie, ça allait chercher l'ADN même de ce qu'ils aiment dans la musique. Ensuite, cette guitare-là, tendue, précise, directement groovy. Bah, c'est Nile Rodgers, qui est le cofondateur de Chic. Le Freak, Good Times, I Want Your Love, bah c'est lui aussi. Mais encore une fois, vous en doutez, c'est énormément de trucs. Il y a quoi ? Il y a Diana Ross, il y a David Bowie, il y a Madonna, il y a Duran Duran, il y a... C'est encore une fois, ils sont allés chercher le top du top. Et ce Nile Rodgers, bah, c'est un homme dont la guitare a défini le son d'une décennie entière. Daft Punk, ils l'admirent depuis toujours. Donc ils ont passé leur carrière à sampler des sons qui s'inspiraient directement de Chic. Donc vous vous en doutez, travailler avec lui, c'est aller à la source, encore une fois, comme pour Robinson. La basse maintenant, c'est dingue, sur 30 secondes, on va vous donner 3 noms de mecs exceptionnels sur 30 secondes. Hein. Putain, l'album il va durer 1h30, donc c'est quand même chaud là. Et bah la basse, c'est Nathan East. Et par exemple, moi je trouve que la basse, c'est extrêmement sous-coté, dans le sens où quand des gens ne connaissent pas la musique, enfin ne pratiquent pas la musique, je voulais plutôt dire, ou alors n'ont pas une oreille où ils vont juste écouter des sons sans aller plus loin, et bah la basse, elle est vraiment mise en arrière-plan et on n'écoute pas. Mais quand on s'en rend compte qu'on enlève une basse,
bah là on voit une diff. Donc en fait la basse, sans la basse, c'est très compliqué, c'est un peu lui le chef d'orchestre souvent. Et bon, en parlant de chef d'orchestre, on a l'un des meilleurs puisque Nathan East, c'est l'un des musiciens de session les plus demandés de Los Angeles depuis les années 80. Il est dans un son que j'aime plus que tout au monde, ça me rappelle mon père quand il l'écoutait, quand j'étais petit et tout. C'est Easy Lover de Phil Collins. Et comme pour les deux autres, c'est pas que ça, par exemple il y a Footloose. On va pas tous les faire, mais il y a Eric Clapton, il y a Herbie Hancock, il y a Whitney Houston, il y a Michael Jackson. Si le mec c'est le plus répandu et celui le plus demandé depuis les années 80, c'est qu'il en a dû en faire des trucs quand même. Et donc, vous en doutez, c'est pas juste un technicien, c'est un architecte du groove. Et sur Give Life Back to Music, c'est lui qui ancre tout. Et donc là, vous commencez à comprendre, c'est un beau mélange. Là, si on fait un cocktail, pour moi, c'est un Sex on the Beach. Et encore, non, Sex on the Beach, c'est pas ouf. Mais vous comprenez, c'est un bête de cocktail, là, ce qui est en train de se préparer. Et les paroles du refrain, bah, c'est l'exemple le plus parfait de ce que Daft Punk est en train de faire. Give Life Back to Music, rend la vie à la musique. En une phrase, le concept entier de Random Access Memories. La musique était trop robotisée, elle avait perdu quelque chose, il voulait la rendre plus humaine. L'album a posé son manifeste en 4 minutes dès le premier son. Maintenant, on va continuer et on va voir déjà qu'on va dans un côté un petit peu plus intime. Le deuxième son de l'album, c'est peut-être celui qu'on écoute le moins. Je suis personne, je sais pas le nombre d'écoutes et choses comme ça, mais c'est pas celui qui ressort le plus. Et pourtant, il y a des sujets super importants dedans. La première chose qu'on remarque, c'est la voix. Elle semble robotique, mais il y a un travail énorme dessus pour la rendre humaine. Et si on regarde bien, c'est un peu l'inverse exact de ce qu'on fait aujourd'hui en musique pop. On prend une voix d'humain et on la transforme en quelque chose de très mécanique. Là, à l'inverse, ce travail, il consistait à partir d'un son plus électronique et lui donner de la chaleur, de l'émotion, de la fragilité. Mais il y a autre chose. Et c'est une théorie que j'ai faite, elle a jamais été prouvée, mais je trouve qu'elle est très bien, et je vois pas pourquoi ça serait pas ça, au bout d'un moment. Mais écoutez les premières notes de The Game of Love. Les notes, elles descendent progressivement, comme un mouvement vers le bas. Maintenant, je vous propose d'écouter les premières notes du son Digital Love qui est sorti sur leur projet Discovery en 2001. C'est l'inverse, les notes montent, s'envolent, débordent d'optimisme. Vous voyez un petit peu ce début de relation, on dirait une ode à l'amour naissant, à cette excitation des débuts d'une relation, d'une personne qu'on aime, quand c'est toujours un petit peu plus foufou. Et les paroles de Digital Love, c'est « Why don't you play the game ?» J'ai l'impression d'être un petit génie. Là, je suis en train de vous dire, j'ai l'impression d'être en mode « Hey, j'ai un truc là !» Avec The Game of Love, 12 ans plus tard, on a l'impression d'une réponse. Ils ont joué le jeu, et ça n'a pas marché. Les notes descendent comme un retour à la réalité. L'amour électronique, l'amour numérique, l'amour idéalisé de Discovery, il s'est heurté à quelque chose. Et ce que The Game of Love cherche, c'est peut-être tout ce que Random Access Memories cherche. Quelque chose de plus vrai, quelque chose de plus humain. Et moi, je l'aime bien, cette théorie de réponse de Game of Love qui répond à un son d'il y a 12 ans, ce son un peu foufou, bonne ambiance et tout, enthousiaste. Et là, ce sont vraiment plus tristounés en mode « Et ouais, on a pris en maturité, on a voulu jouer, mais on a perdu. » Je l'aime bien. Ça se trouve, c'est vraiment pas ça. Hein. Et si The Game of Love va chercher quelque chose de plus vrai, le son d'après, Giorgio by Moroder, lui, va chercher là où tout a commencé. Dans le passé, chez les Anciens, ceux qui ont tout créé de A à Z. Elle est particulière, cette musique. Déjà, elle dure 9 minutes. Et pendant 1 minute 30, on entend juste un mec parler et raconter sa vie. Et pour beaucoup, c'est l'un des sons les plus ambitieux de l'album. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. Et cet homme qui parle, qui raconte sa vie, c'est Giorgio Moroder. 72 ans au moment de l'enregistrement. C'est un producteur italien et selon Daft Punk, l'une des personnes les plus importantes de toute l'histoire de la musique populaire. C'est lui qui a inventé le disco électronique dans les années 70 avec Donna Summer, I Feel Love, qui est sorti en 1977. C'est la première chanson entièrement produite avec un séquenceur électronique. Et c'est une révolution sonore qui a directement engendré la house, la techno et donc Daft Punk eux-mêmes.
Et donc Daft Punk, ils sont fans de lui, et ils lui proposent quelque chose. Viens au studio, viens. Viens raconter ta vie. On va te poser dans un studio, tu vas raconter ta vie. Giorgio Moroder, il est en mode, ok, sans trop savoir, il dit, oui, pourquoi pas, je vais venir. Thomas m'a demandé si je voulais raconter ma vie. J'ai dit, et qu'est-ce que vous allez en faire de tout ça? Il m'a répondu, vous parlez, on va couper et intégrer ça dans quelque chose, vous inquiétez pas. Et moi, je pensais qu'ils allaient peut-être couper ça en rap. Donc Moroder, il arrive à Paris, il arrive dans les studios, il s'installe, il se pose, et là, en face de lui, il voit 3 micros. Trois micros, qu'est-ce que... Un seul suffit pas pour que je parle? Et c'est là que c'est fou, c'est que l'ingénieur lui explique, ces 3 micros datent chacun d'une époque différente. Années 60, années 70 et 21e siècle. Et selon la période de sa vie dont Moroder va parler, c'est le micro qui correspondra à la période qui sera utilisé. 99,9% des gens n'ont même pas remarqué ça. Quand t'écoutes le son, essaye de le réécouter. Franchement, tu vois pas la différence. Mais eux, c'est des puristes, c'est des mecs, Bangalter, lui, il l'entend. La session dure 2 jours. Moroder ne reçoit aucune nouvelle pendant des mois. Puis, 6 mois avant la sortie, il se retrouve par hasard dans le même studio à Paris. Et là, il y a un ingénieur qui lui dit « T'inquiète pas, Giorgio by Moroder, ça avance bien. Mais il n'est pas autorisé à en dire davantage. » Donc il était quand même rassuré, donc il savait que ça allait sur un bon truc et tout. Et on n'allait pas lui mettre à l'envers quand même. Hein. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que Giorgio Moroder, il a entendu le son pour la première fois, comme nous tous, à sa sortie. J'espère que ça puait pas la merde, parce que là, je pense que t'es dégoûté, tu peux plus rien faire après. Hein. Et pour vous dire les détails complètement fous, c'est que même les effets sonores de restaurant qu'on entend au début, là, les gens qui parlent en fond, c'est Daft Punk qui engageait des artistes Foley de chez Warner Bros. When I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. Et donc là, c'est vraiment enregistré à la main. C'est des vraies personnes dans une vraie salle avec des vrais couverts devant des vrais micros. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est que pour un groupe comme Daft Punk et un album de Daft Punk, d'avoir un son pour Giorgio Moroder, alors que les places sont quand même assez limitées, je pense que c'est assez chaud, que ce soit un hommage comme ça, c'est juste magnifique, parce que c'est, comme on disait, le papa, si les Daft Punk sont là, c'est aussi grâce à lui. Et là, il n'y a pas de transition, c'est juste on passe de l'hommage au père de l'électro, de la house et tout, au plus gros tube de cet album. Et je pense que là, vous savez de quoi je parle. On connaît tous Get Lucky. Ça a été le son, je pense, le plus gros son de l'année 2013. On en parlera après des stats, mais c'était le plus gros son de l'année 2013. Mais son histoire, si on réfléchit bien, commence en 2001 de ce son, ça fait 12 ans avant, c'est fou. Buzzy P, plus communément appelé Pedro Winter, c'est l'agent des Daft Punk à l'époque. Et il contacte en 2001 les Neptunes, donc si vous ne connaissez pas, Neptunes c'était le groupe de Pharrell Williams et Chad Hugo. Et il les contacte pour remixer à l'époque Harder, Better, Faster, Stronger. Le son sortira sur le Daft Club en 2003 et inconsciemment, ça va créer un lien entre les Neptunes, donc Pharrell, et les Daft Punk. Et lui-même le dira, si on n'avait jamais fait ce remix, on n'aurait peut-être jamais eu cette connexion pour Random Access Memories. Et donc on revient 12 ans plus tard, et pendant une soirée de Madonna, Pharrell entend parler du projet Random Access Memories. Et il dit au robot, invitez-moi dans l'album, je vous en supplie, je suis prêt même à faire du tambourin. Et je le comprends. Moi aussi. J'aurais pu tout faire. J'aurais pu siffler, j'aurais pu faire du triangle. Et pour que Pharrell dise ça, parce que Pharrell, c'est quand même gros producteur et tout, le mec, il dit, je suis prêt à faire du tambourin, je m'en fous, mais vous êtes tellement les meilleurs, j'ai envie d'être dans l'album, je vous en supplie. Nile Rodgers et Daft Punk le rencontrent dans son appartement à New York. Et donc, une session à Electric Lady Studio s'organise. Et Peter Franco, l'ingénieur du son, raconte ce qui se passe. Les gars avaient rencontré Nile et ça avait tout de suite collé. Il a posé des heures de guitare parce que c'était le bon moment, ils étaient là et Nile était partant. Entre 2 sessions en 2012, Nile Rodgers est diagnostiqué d'un cancer à stade avancé. Il se bat, il survit et il revient quelques mois plus tard pour reprendre ce qu'il avait commencé par rapport au projet de Get Lucky. Et ce qui est fou là-dedans, c'est que Pharrell, lui, de son côté, ne savait pas que ça allait être la voix définitive de ce morceau. Quand il chantait pour Get Lucky ou Lose Yourself Slow Dance, il pensait que c'était juste des démos pour quelqu'un qui allait le reprendre derrière, une autre voix ou une voix robotisée, ou il savait pas. Mais en tout cas, il se disait, c'est pas pour moi, c'est juste, je les ai aidés pour ça, c'est pas grave. Je suis déjà très content. Et c'est qu'un an plus tard qu'il a entendu le résultat final. Et s'il devait être comme un ouf, il a dû entendre sa voix, il devait être en mode, c'est plus les démos là ? C'est moi dessus ? Ferme ta gueule, arrête. Oh, c'est ouf. C'est complètement dingue. She's a
Et si Get Lucky c'est le tube de l'été, le son d'après, Instant Crush, c'est l'autre face de l'album. Si on cherche la collaboration la plus inattendue de l'album, c'est sûrement ce son qui va ressortir. Parce que sur un album qui revendique le côté humain, charnel, vivant, Julian Casablancas, lui, va sonner comme un robot. Étonnamment, la voix au vocodeur que vous entendez là, c'est Julian Casablancas, comme je disais juste avant, le chanteur des Strokes. Et la première fois que tout le monde l'a écouté, personne n'a reconnu, parce que la voix de Julian Casablancas, si on connaît les Strokes, si on écoute un petit peu, ce n'est pas du tout ça. C'est très rare de l'entendre dans un aigu comme ça, dans cette forme de voix. Et sa présence dans l'album, ici, tient presque du hasard. Warren Fu, le directeur artistique de l'album, fait les présentations en 2010. Donc Daft Punk, il lui soumet 2 démos instrumentales. Et Casablancas fait quelque chose que personne n'avait prévu, il les fusionne, ces 2 démos, pour en faire une seule chanson. Et en gros, les robots, ils avaient fait appel à Paul Williams pour écrire les paroles, et Casablancas les lit, mais il les trouve plates, donc il jette tout et il réécrit. Et pour ce qui est de la voix, Daft Punk avait demandé à Casablancas ce ton habituel qu'on entend quand il chante avec les Strokes, cette voix que peut avoir Julian Casablancas. Et Casablancas, il refuse. Il a dit qu'apparemment les Daft Punk lui avaient demandé de faire la voix habituelle des Strokes, et lui il a dit non, je veux faire une voix de cyborg. Le mec, il a dû voir les Daft Punk, il a dû voir que c'était des robots, il a dû se faire un kiff d'enfant. Moi je veux une voix de cyborg s'il vous plaît. Oh c'est bien Julian. Mais en vrai quand on regarde, le paradoxe c'est parfait. Sur un album où 2 robots veulent sonner humain, le seul vrai humain décide de sonner comme un robot. Donc il passe toute sa voix au vocodeur, Julian joue le solo à la guitare à la fin, et coproduit le morceau. La collaboration débute en 2010 et donc se terminera en 2013, et ça produira un son qui est magnifique, qui est incroyable, que j'adore énormément et qui est, je pense, le 2e ou 3e son le plus connu de l'album, je pense. Avec Instant Crush, Daft Punk va chercher l'indie rock. Mais avec Touch, le son d'après, ils vont chercher quelque chose de bien plus profond et bien plus vieux. Nous allons donc voir maintenant la collaboration la plus ambitieuse de l'album et probablement la plus belle. Si Get Lucky est par exemple le single, que Instant Crush est la surprise qu'on n'attendait pas, Touch, lui, est le cœur de l'album. Guyman lui-même le dit, Touch, c'est comme le noyau du disque, les souvenirs de tous les autres morceaux gravitent autour. C'est une chanson qui dure 8 minutes 30 et qui commence par un piano. I remember touch, pictures came with touch, a painter in my mind. La voix, c'est Paul Williams, 73 ans au moment de l'enregistrement. C'est un parolier américain légendaire. Il a écrit pour The Carpenters ou encore Barbra Streisand. Et Daft Punk l'a contacté par rapport à un film qui est sorti en 1974 et qui s'appelle Phantom of the Paradise de Brian De Palma, qui était un flop total. Sauf dans 2 villes, Winnipeg au Canada et Paris en France. Mais ce qui est fou dans tout ça, c'est que Guyman et Bangalter, quand ils étaient jeunes, ils ont dû voir une 20aine de fois ce film. Donc ça paraissait logique que si tu ramènes les plus grandes stars pour des sons des années 70-80 que t'aimes bien, autant prendre aussi un mec que t'adores et qui a joué dedans. Au début de la collaboration, Bangalter tend à Williams un livre sur les expériences de mort imminente. Thomas m'a tendu ce livre sur les expériences de quasi-mort. On n'a jamais vraiment identifié qui était le personnage de Touch. Est-ce qu'il sort du coma, un robot qui devient humain? On ne sait pas. Et pour vous expliquer, en gros, techniquement, ce son, c'est le cauchemar pour tout ingénieur du son. Parce que Touch comporte 250 pistes différentes. Les sessions Pro Tools de l'époque ne géraient que 96 pistes à la fois. Il a fallu créer des sous-mixages imbriqués, un puzzle technique monumental. Et au moment de l'enregistrement,
Paul Williams, il se retrouve dans le studio A de Henson, l'ancien A&M Studios, et il réalise qu'il a déjà écrit dans ce bâtiment. Écouter l'album dans le studio, c'était comme la fin de 2001 l'Odyssée de l'espace, où Keir Dullea se voit plus vieux et devient cette version de lui-même. Et il y a une nouvelle théorie, et ça, celle-ci, il n'y a pas que moi, enfin, même celle de Digital Love et tout, il n'y avait pas que moi, je pense, mais celle-ci, c'est toute la communauté qui s'est mise d'accord, parce qu'il y a une théorie par rapport au son touch, qui dit que tout le son est coupé en partie, et en fait, on se rend compte que le son écouté en entier, c'est l'histoire d'une personne, de sa naissance jusqu'à sa mort. Et vous savez quoi, j'ai toujours rêvé de le faire, donc on va le faire ensemble et je vais essayer de vous montrer, de vous expliquer un petit peu, étape par étape, pourquoi cette théorie, pour moi, est peut-être vraie. Là, ce qu'on entend, c'est des synthés chaotiques, une voix qui émerge du néant, I Remember Touch. Quelqu'un qui revient à la conscience. Comme s'il redécouvrait ses sens un à un. C'est une naissance, ou un retour de nulle part. On ne sait pas encore où on en est. I remember touch. Pictures came with touch. A painter in my mind. Là, c'est la voix de Paul Williams qui prend de la force. Pictures came with touch, a painter in my mind. Les premières images arrivent. Les premières émotions, le monde qui commence à avoir du sens, à se colorier, c'est la découverte, tout est nouveau, tout est possible. Quand j'écoute ce son et que c'est ce passage-là, je ressens comme une sorte de naissance. C'est le début, c'est un peu flou et c'est la découverte un petit peu de tout, c'est la naissance. Pour moi, je le vois comme de 0, je peux pas donner d'âge, mais c'est de 0 à 3 ans, 4 ans, c'est un peu le bordel, quoi. Je sais pas si vous voyez. Là, c'est l'explosion. Les cuivres, le funk, l'orchestre complet qui déferle. C'est la vie dans toute son intensité. La jeunesse, le désir, l'énergie qui déborde. On veut tout, on court, on ne s'arrête pas. I need something more, toujours plus. C'est le moment où on croit que ça ne finira jamais. Là, pour moi, c'est l'adolescence, c'est tout est beau, c'est une grande fanfare. Ça fait très un peu dessin animé, on l'entend dans le son, ça fait un peu dessin animé et tout. Et moi, je vois ça comme quand on n'avait aucun problème. C'est souvent la phrase qu'on dit « Oh, quand on était jeune, on n'avait aucun problème, on était heureux et tout. » Bah, pour moi, cette partie-là, c'est ça. Puis à ce moment-là, tout bascule. La rêverie s'arrête. C'est la fin de l'adolescence. L'entrée dans la vraie vie. Celle du brouillard, le boulot, les responsabilités, la famille à construire, les enfants. La musique devient plus lourde, plus mécanique, plus de grandes envolées, juste la marche en avant. Et la voix robotique qui répète encore et encore « Hold on, if love is the answer, you're home ». Là, c'est lourd, c'est l'âge adulte, hein, comme je le disais juste avant. C'est ce truc de la répétition, de on va au boulot tous les jours, on pense pas à nous, on est tête baissée, on avance. Et c'est là, ça fait peur, hein, mais je suis désolé, mais c'est ça, hein, c'est la trentaine, la quarantaine, même si la trentaine, quarantaine, ça peut être cool, hein, mais je le vois pour beaucoup de personnes, c'est ce truc-là. Quelque chose se pose, la course s'apaise, comme si on reprenait un rythme normal. C'est le moment dans une vie où tu prends de la maturité, où tu regardes derrière toi sans amertume, et où tu comprends que la vieillesse qui vient n'est pas une défaite, c'est juste la suite. Tu as fait ce que tu pouvais faire. Là, pour moi, c'est le... 60 ans. Bah, je sais pas, je donne un âge comme ça, 50, 60 ans. Le truc où, c'est passé, on a pris en maturité, on a les petits-enfants et tout, on prend peut-être un petit peu plus goût, peut-être on a levé le pied sur certaines choses, je sais pas. Mais moi, je le sens, encore une fois, je le sens comme ça. Peut-être que depuis le début, vous êtes en mode, de ouf, ou ça se trouve, vous êtes en mode, mais qu'est-ce que tu racontes comme merde, toi ? Les cordes reprennent très doucement, la musique s'évapore, note après note, comme une vie qui se referme en douceur après avoir tout traversé. Pas de violence, juste le silence qui arrive, lentement, et qui n'est pas triste. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus ? Là, c'est les portes du paradis ? Je sais pas, mais moi je le sens comme ça. C'est ça qui est beau, c'est que ça se trouve, comme je disais, vous êtes en mode pas du tout d'accord, mais moi c'est mon ressenti du son, et ça m'a rassuré quand je suis allé faire des recherches de voir que des gens pensaient comme moi. Je me suis dit, putain, je suis pas fou. C'est ce qui est beau, c'est qu'une musique
qui peut te procurer des émotions et tu peux y voir comme quand tu lis un livre et que tu t'imagines des choses. Là, dans ce son, j'ai ressenti ça et vraiment, à chaque fois que je le réécoute, je suis en mode bah oui, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça et tout. Et peut-être qu'avec l'expérience et en grandissant, je me dirais ah bah non. En fait, finalement, c'est plus 30 ans, 40 ans, un truc comme ça. Et moi, mes 30 ans, 40 ans seront exceptionnels. Et finalement, je le verrai d'une autre façon, le son. Mais en tout cas, moi, je le ressens comme ça pour le moment. Et Daft Punk n'a jamais dit si c'était ça l'intention. Mais honnêtement, est-ce que ça change quelque chose? Et derrière la phrase du morceau « Hold on, if love is the answer you home », avec cette dernière petite note là qu'on entend à la fin, ce petit suspense, bah, c'est peut-être la plus belle phrase que Daft Punk ait jamais chantée. I need something more. I need something more. Touch parle de toute la vie, mais Fragment of the Time, lui, parle de la fin, sans jamais trop le dire officiellement. Todd Edwards, c'est une histoire qui commence même avant que Daft Punk soit connu. Et il le citait déjà dans Teachers sur Homework en 1997. Avant leur premier album, ils le considéraient comme une influence majeure. Ils ont déjà essayé de collaborer avec lui, mais Edwards ne les connaissait pas encore. Ils ont finalement réussi à se capter en 1999, et ce qui a donné Face to Face, qui sortira en 2001 sur l'album Discovery. But when I faced you in my blank confusion, I realized you weren't wrong, it was a mere illusion. It really didn't make sense. Et donc 12 ans plus tard, il le rappelle pour Fragment of the Time, et c'est le seul artiste de tous les projets de Daft Punk qui sera présent sur 2 projets. But since I can't stay, I'll just keep playing back. Le son, il est doux, nostalgique, avec toujours ce côté un peu funky à la guitare. Mais ce qui est étonnant, et quand on l'écoute, on a l'impression que Todd Edwards, il a glissé des messages subliminaux, on se comprend, pour les Daft Punk. Parce que quand on écoute vraiment, ça ressemble à une déclaration d'amour pour ses collègues masqués. Les visages familiers qu'on n'a jamais vus, bah, les casques, c'est ces personnes qu'on connaît sans jamais les avoir vus. Le rêve d'or et d'argent, c'est la couleur des Daft Punk. C'est cette nostalgie du parcours, de ce qu'ils ont traversé ensemble, de aussi Face to Face. Garder des souvenirs aléatoires, Random Memories, bah, c'est le nom de l'album, hein, c'est écrit en clair, hein, c'est Random Access Memories. On va s'arrêter là, mais durant tout le son, c'est des paroles comme ça, et ça sonne comme un au revoir, comme un message en me disant merci les gars, merci beaucoup, comme si Todd Edwards, il savait que c'était fini et qu'ils allaient peut-être jamais se revoir. Et à un moment, il dit un truc comme si c'est une sorte de rêve et que j'espère que ça se finira jamais. Mais nous aussi, Todd, nous aussi, on espère que ça se finira jamais et qu'ils nous en ressortent des albums pendant 30 ans. On vient de parler de Fragments of the Time, mais donc il y a encore plein de sons dans cet album. On va revenir un petit peu sur tout, c'est juste que là, les sons qu'on avait parlé avant, il y avait des anecdotes, des trucs comme ça. J'en ai pour les autres aussi, ne vous inquiétez pas, ça c'est sûr. Mais on va aller voir maintenant les sons un petit peu moins écoutés, parce que honnêtement, là, ce que je vous ai dit, c'est un peu les plus écoutés, mais il y a les sons un petit peu moins écoutés. Par exemple, Within, j'adore ce son, je suis fan de ce son, et ça serait bien qu'on aille voir en profondeur, on se comprend, qu'on aille un petit peu examiner ce son. There are so many things that I don't understand. Parce que si vous êtes fan de Daft Punk, vous savez qui est le pianiste sur ce morceau. C'est Chili Gonzalez. Et il n'est pas inconnu pour les Daft Punk, puisqu'il a déjà travaillé avec eux en 2003, quand il avait remixé Too Long pour le Daft Club. Et Thomas Bangalter était aussi même apparu dans l'une de ses conférences sur la composition musicale. Gonzalez dira plus tard que travailler sur Ram, c'était du Stanley Kubrick level of planning, où il va loin aussi, hein, et qu'il avait été époustouflé de réaliser 2 ou 3 ans avant la sortie que Daft Punk avait déjà l'ordre définitif des morceaux en tête. Within, c'est le morceau le plus troublant de l'album, je trouve, et le plus débraillé, enfin je sais pas si c'est le bon terme et tout, avec cette voix mi-robot, mi-humain, qui raconte quelque chose et tout, enfin genre, je l'aime beaucoup, mais il m'intrigue énormément aussi.
Et je pense que ça se voit aussi dans les paroles parce que ça raconte quelqu'un qui ne sait pas s'il est vraiment là. Qui dit qu'il lui manque des parties en lui, qu'il a besoin d'aide, comme si on entendait un robot parler à voix haute et qu'il lui manquait quelque chose pour être complet. Comme si c'était une procédure pour devenir un humain, mais qu'il n'avait pas tout encore et qu'il était dans ce questionnement complet. Many rooms to explore, but the doors look the same. I am lost, I can't even remember my name. C'est pas le moral est pas à son paroxysme, mais de l'autre côté, on a Doing It Right et Lose Yourself Your Dance. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight. Donc là oui, on est sur un truc un petit peu plus dansant, puisque Lose Yourself to Dance c'est avec Pharrell et Doing It Right c'est avec Panda Bear. Et ces deux sons, ils ont quelque chose en commun. La fête, la fiesta, profite, amusez-vous, c'est the party. Il y a un côté très assumé de dire lâche-toi, fais entrer la musique, fais entrer l'amour, danse. Et surtout quand on voit la structure de l'album, ces sons ils arrivent après Touch. Et Touch, on dirait que c'est comme si ça passait du robot à l'humain, que c'était toute une histoire, une vie, et qu'à la fin il y avait ce truc en mode on recommence quelque chose. Et pour moi, je l'interprète comme ça, c'est on recommence quelque chose, et dès qu'il y a ces sons, c'est en mode maintenant, on assume complètement qu'on est là pour danser, pour s'amuser et tout. Vivons-la, cette putain de vie, quoi. On se mettrait un carpe diem ici, et on croque la vie à pleines dents, merde. Et après, les sons qui enchaînent, c'est des sons vraiment qui bougent, comme si c'était reparti, on s'amusait, on assumait complètement. Et ça, je trouve ça super bien, et je l'interprète comme ça, peut-être que c'est pas ça encore une fois, mais j'ai un truc, je tiens un truc. Et dans tout ça aussi, dans l'album, il y a deux morceaux que j'ai pas évoqués, mais on va y revenir rapidement. C'est Beyond, d'abord. Avec Paul Williams aux paroles, celui de Touch, on en a parlé juste avant, et Daft Punk qui est au chant et qui utilise le vocodeur. Pour le coup, c'est beau, c'est solennel, c'est un peu dans la même ambiance que Touch. Et juste derrière, on a Motherboard. Là, c'est 5 minutes d'instru pur. C'est un peu un son qui a une ambiance, encore une fois, un peu cosmique, mais la fin, vers les 50 dernières secondes, ouais, 1 minute, il y a un solo de batterie qui explose tout. J'adore ce passage, il est vraiment exceptionnel. Comme vous avez pu le remarquer, je reviens assez rapidement sur ces deux sons parce que c'est pas les plus marquants de l'album, ça c'est sûr, et ils s'enchaînent, et j'ai l'impression que c'est plus une pause dans l'album de deux sons qui sont plus chill, où on a le temps de souffler, et surtout Motherboard, c'est la fin du deuxième son, et c'est au moment où ça explose avec la batterie que là ça repart vers d'autres sons qui bougent un petit peu plus. Et si on m'écoute et qu'on continue sur cette idée de structure de l'album, et ben on finit par quoi ? Le dernier son de l'album, Contact. Et lui, je vais pas vous mentir, je pense qu'on est sur la suite logique de ce que j'étais en train de dire. C'est vraiment le dernier morceau, quoi. C'est fini, quoi. Le son, il s'ouvre sur un sample de communication radio de la vraie mission Apollo 17, avec la voix d'Eugène Cernan, le dernier homme à avoir marché sur la Lune. Et c'est le seul sample de l'album. Comme si pour le dernier son, pour se rappeler ce qu'ils avaient fait durant toute leur carrière, ils se sont dit, on se donne un sample. Allez, on le fait. Et quand on écoute le son, ça monte, ça monte, ça monte et ça explose. Avec en plus la voix de Cernan en fond, en voix off. Et on a l'impression qu'ils quittent la Terre, comme si ils étaient partis pour de bon. Et voilà comment ça se finit sur ce son. Ça se finit, on est d'accord les fans, les vrais fans de Daft Punk. Il y a 13 sons dans cet album, hein. À l'époque, il y en avait que 13. Et bah non, parce qu'au Japon, ils étaient un petit peu plus privilégiés. Il y en avait 14, il y avait un son exclusif pour le Japon. Eh ben oui, parce que le 14e son du projet s'appelait Horizon. Et comme je le disais, il est sorti qu'au Japon en 2013. Et maintenant, il est enfin disponible mondialement dans l'édition anniversaire. Et quand on l'écoute et qu'on suit donc Contact, on écoute le morceau et on a l'impression que c'est la suite logique, encore une fois, de Contact, où on est en mode dans l'espace maintenant. Le son, il flotte, comme si il partait vers de nouvelles aventures, que c'était ce calme après tout ce qu'ils ont fait pendant les années. Là, c'est le calme, le repos. Et je trouve qu'il y a un côté très Space Oddity de David Bowie dans ce son,
Et c'est dommage en fait qu'on n'ait pas pu la voir en 2013 comme tout le monde, parce que je trouve que ça clôture de la plus belle des façons ce son. Dans le sens où je le vois vraiment comme cette idée qu'on peut avoir de... Ils sont tranquilles, comme s'ils avaient accompli leur mission, c'était fait. Ils sont arrivés sur Terre, c'était des robots qui sont arrivés sur Terre. Ils ont tout fait eux de leur côté pour devenir des humains. La fin de l'album montre que c'est des humains parce que l'album, le projet en lui-même montre que en fait à la fin tout ce qu'ils ont fait là dans ce projet c'est des humains. Et de l'autre côté leur deuxième mission qui a été accomplie c'est de rendre heureux les gens et de faire danser la planète entière. Donc la conclusion pour moi c'est que maintenant ils peuvent partir, ils ont accompli leur mission. On a fait le tour de l'album, je voulais pas revenir son après son de ça. Il y avait des moments marquants, des anecdotes que je voulais, mais en fait, je me suis dit, j'ai pas envie de mettre de côté quelque chose qui est très important et on en a pas parlé depuis le début, c'est l'après-production de l'album, c'est toute la com, tout ce qu'il y a eu autour, parce que ça aussi c'était vraiment important. Random Access Memories n'est pas sorti comme un album normal, il est sorti comme un événement. Et cette campagne promotionnelle est, à sa manière, aussi remarquable que la musique elle-même. Et donc tout commence le 2 mars 2013, pendant la coupure publicitaire du Saturday Night Live. Sans annonce préalable, une publicité de 15 secondes apparaît à l'écran. Pas de nom, pas d'explication, juste le logo de Daft Punk et quelques secondes de guitare, celle de Get Lucky, avant que ça coupe et qu'on n'ait plus rien. La semaine suivante, une deuxième pub, un peu plus longue, un peu plus de musique, et après la deuxième semaine, il y a eu une troisième. Et en gros, chaque semaine, les gens attendaient un petit peu plus pour savoir est-ce qu'il y aura plus de secondes du son pour qu'on découvre un petit peu plus, on est curieux, on a la dalle quoi. Là, ce que faisait Daft Punk, c'était distiller l'album goutte à goutte, et le monde entier était suspendu à eux. En parallèle de tout ça, sur le Sunset Boulevard à Los Angeles, des panneaux d'affichage géants apparaissaient. Et là, on est sur la suite logique de la DA qui est depuis même la production de l'album, c'est vraiment ces années 70, ces panneaux. En gros, ces panneaux-là, c'était vraiment répandu dans les années 70, et eux, ce qu'ils ont fait, c'est mettre des panneaux comme ça, enfin de payer pour avoir la publicité, et c'est juste, pas de photos d'eux, des choses comme ça, juste la date, une date, un visuel, et puis voilà. Puis vient le coup de Coachella, puisque Coachella, ça reste quand même un endroit mythique pour les Daft Punk. Le 12 avril 2013, en plein milieu du festival, sans la moindre annonce, une vidéo apparaît sur les écrans géants de la scène principale. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit Pharrell, on voit Nile Rodgers, on voit les Daft Punk, en paillettes et tout, en mode trop cool, trop funky. On a 90 secondes de Get Lucky et on a l'apparition de toutes les collaborations, enfin tous les featuring qu'il y aura sur l'album. L'ambiance est folle et les festivaliers commencent à danser, sortent leur téléphone, mais personne ne comprend vraiment ce qui se passe. Et la petite anecdote qui est complètement folle, c'est que Guy-Man et Bangalter étaient dans la foule à ce moment-là, sans leur casque, sans rien, pour sentir au plus près la réaction du public, pour voir s'ils sont hypés. Les gars, alors vous êtes vraiment des kiffeurs, hein, parce que bien sûr que oui, on met 90 secondes d'un morceau de Daft Punk qu'on n'a pas entendu depuis 10 ans là. Bah oui, on est comme des fous. On a des vidéos floues filmées avec un téléphone d'un festivalier qui devient viral en quelques heures. Un buzz organique, incontrôlé, mais humain. Ça tombe bien quand c'est un album qui parle de ça. Et donc pour la tracklist de l'album, elle est dévoilée quelques jours plus tard sur la plateforme Vine. Vous en rappelez de Vine ? Parce que là je vais faire le mec en mode hey, les vieux, en vrai on prend du recul, ça fait 10 ans Vine que ça c'est fini fait mal au cul, Et je m'en rappellerai toute ma vie, parce que moi j'étais comme un bandeur, j'étais comme un ouf et tout. Il y avait eu un extrait, c'était sur quoi ? Je pense que c'était sur Instagram. Instagram commençait déjà un petit peu à fonctionner. Oui, non, si Instagram marchait bien déjà à l'époque. Et il y avait un extrait de 15 secondes. Juste la boucle de Get Lucky avec Like a Legend of the Phoenix. Ou alors, 30 secondes grand max. Et j'étais fou. Et je l'écoutais en boucle. J'étais allé sur YouTube. J'étais allé chercher des mecs qui faisaient des montages pour que ça fasse un format de 3 minutes. En fait, le son était en boucle. Pour moi, Get Lucky, c'était ça. C'était juste les 30 secondes en boucle. Et j'étais en mode, le son, il va être incroyable. J'étais matrixé. Tout le monde était matrixé. Je m'en rappelle. Avec toute cette com qui est pourtant pas zinzin. Enfin, si, je pense qu'elle est zinzin. Mais c'est pas un truc où c'était placardé partout. C'est plus l'humain qui était excité, qui en a parlé qu'autre chose. Et sans l'album, officiellement. Et c'est donc le 17 mai 2013 que Random Access Memories sort. En France d'abord, 195 000 exemplaires vendus la première semaine. C'est les plus grosses ventes numériques en une semaine de toute l'histoire du marché français. Au Royaume-Uni, pareil, 165 000 exemplaires, l'album le plus vendu de l'année en une seule semaine. Et surtout, le premier album français à atteindre la première place des charts anglais. Aux États-Unis, 339 000 copies en 7 jours. Numéro 1 du Billboard 200, le premier album de dance electro à y parvenir depuis des années. Et en gros, si vous voulez, numéro 1 dans
plus de 25 pays simultanément. On peut encore un petit peu continuer si vous voulez. Parce qu'ils sont aussi numéro 1 sur les charts digitaux dans 97 pays, et le vinyle de l'album devient le plus vendu de l'histoire sur SoundScan. Et si on doit parler aussi des sons qui ont marché, bon, bah c'est Get Lucky, et lui, en quelques semaines, ça a dépassé les 2,5 millions de téléchargements. Bon, vous en doutez bien, il bat le record du son le plus streamé sur Spotify. Le son s'installe top 1 dans une trentaine de pays, enfin dans les charts d'une trentaine de pays. Vous avez compris, au niveau des stats depuis tout à l'heure, on est très bien. Et c'est français, cocorico. Et pourtant, vu les stats et tout, ce qui est étonnant, c'est qu'à la sortie de l'album, les fans, mais aussi les auditeurs, mais surtout les fans, et bah, à la première écoute, ils sont un peu perdus. Ceux qui s'attendaient à un album de dance music, bah, ils se retrouvent avec 9 minutes de Giorgio Moroder qui parle de sa vie, en gros, là. L'album est quand même aimé, mais je me rappelle être tombé sur des vidéos YouTube quelques jours après la sortie de l'album, où il y a des gens qui se moquent et qui font des comparaisons de, par exemple, Giorgio by Moroder, la musique, on dirait l'intro de K2000, il y avait d'autres sons, on aurait dit l'intro de Mario Sunshine ou Mario Galaxy ou je sais pas quoi. Et en fait, bah, les gens disaient, bah, genre, c'est bizarre, c'est pas du Daft Punk. On est habitué à ça. Et c'est assez bizarre, le son est bon, mais c'est pas du Daft Punk comme on l'écoutait avant. Ne vous inquiétez pas, avec le temps, les gens ont compris, et maintenant tout le monde ferme sa gueule, tout le monde dit bon c'est exceptionnel. Pour vous dire quand même que c'est un bon album, c'est que les critiques même sont immédiatement unanimes. C'est 87 sur 100 sur Metacritic, et c'est 10 sur 10 chez NME, donc on est bien. On avance, et en janvier 2014, c'est les Grammy Awards. Et qu'est-ce qui se passe pendant les Grammy Awards de 2014 ? Eh ben les Daft Punk, ils vont tout rafler. En une soirée, boum, 4 Grammys artistiques. Album de l'année, disque de l'année pour Get Lucky, meilleure performance pop de groupe et meilleur album dance électronique. Plus on rajoute un 5e Grammy technique pour le meilleur album non classique, ingénierie du son. Remporté par qui ? Devinez ? Peter Franco. Eh ouais mon grand. Alors moi je l'ai pas chez moi, mais c'est comme si je l'avais gagné aussi. Pour qui je me prends ? Là ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est 5 Grammys au total, pour un album de musique électronique, hein, dans une cérémonie dominée depuis des années par la pop, grand public et le hip-hop. Hein. Un moment aussi marquant que j'adore plus que tout, c'est la prestation qu'ils vont faire en live durant les Grammys. Car ce soir-là, Daft Punk performe Get Lucky sur scène, donc avec Pharrell Williams, Nile Rodgers, mais surtout Stevie Wonder, qui est l'invité surprise à l'harmonica, au piano, à la voix, à tout ce que tu veux. Là, tu as 4 des artistes les plus importants de l'histoire de la musique populaire sur la même scène en même temps. Et la salle est debout et complètement folle. On revient aux Grammys et tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont donc gagné 5 fois des prix. Donc, qui dit gagner 5 fois, c'est 5 fois monter sur scène. Et 5 fois, ils montent et ils sortent 0 mot. Ils ne parlent pas un discours, pas un merci et tout. Ils laissent les collaborateurs parler et eux ils sont derrière, ils font oui et tout. Et par exemple Pharrell va parler au nom des Daft Punk, des choses comme ça. Pour vraiment garder jusqu'au bout du bout ce mystère quoi. Et par exemple, pour l'album de l'année, c'est Paul Williams qui monte sur scène. 73 ans, cheveux blancs, costume, beau gosse. Et dans la salle, t'as Jay-Z, t'as Beyoncé, t'as Rihanna, t'as Kendrick Lamar, t'as Taylor Swift et tout. Et qui c'est qui monte sur scène pour ça ? Et c'est Bibi. En mode allez vous faire en lec. Et ouais, c'est comme ça que ça marche le game maintenant. Et ce qui est fort, et c'est là où c'est les GOAT, c'est que dans son discours, Paul Williams transmet un message que les Daft Punk lui ont donné. Ils lui ont dit que les robots lui avaient demandé de remercier Macklemore, Ryan Lewis et Marie Lambert pour leur performance de Same Love ce soir-là, qui célébrait le mariage pour tous. When we saw those wonderful marriages and that Same Love is as fantastic. That it was the height of fairness and love and the power of love for all people at any time in any combination. Et puis malheureusement, après cette soirée, Daft Punk disparaît. Il y a eu des trucs quand même, mais progressivement, ils redisparaissent. En 2016, ils ressurgissent quand même brièvement, parce que The Weeknd sort Starboy, le titre produit par Daft Punk, qui encore une fois, débute numéro 1 aux États-Unis. Puis I Feel It Coming, toujours avec The Weeknd. 2 morceaux qui prouvent que les robots n'ont toujours rien perdu. Mais c'est pas leur projet, c'est pas leur album, c'est juste des apparitions, ils donnent un petit coup de main et ils redisparaissent. Les années passent, pas de nouvel album annoncé, pas de tournée, pas d'interview non plus. Les fans ils attendent. Le monde spécule. Et Daft Punk, eux, ils disent rien, comme toujours. On a eu l'espoir en 2017 de se dire qu'il y a eu un Alive 1997, un Alive 2007, et on s'est dit,
Bon bah, la suite logique c'est d'avoir un live 2017. Malheureusement, même ça, dans le cul. On va pas s'attarder non plus trop sur ce sujet-là, mais en coulisses, on apprendra plus tard que les deux hommes prenaient des directions différentes. Thomas Bangalter vers la composition orchestrale, il sortira en 2023 un album de musique classique intitulé Mythologies, et Guy-Man vers le hip-hop et la production. Deux visions, deux trajectoires, et malheureusement, un moment où il est presque maintenant impossible de les retrouver sur un même projet. Et puis vient le 22 février 2021, où on voit apparaître sur la chaîne YouTube de Daft Punk, Epilogue, une vidéo de 8 minutes. Je vais pas vous mentir, que quand c'est sorti, je me suis dit « Oh, nice !» Alléluia. J'étais tout excité. Trop cool. Après plus de 7 ou 8 ans, enfin un nouvel album. Et j'ai cliqué sur Play. On les voit dans un désert. Ils marchent. Et puis l'un fait exploser l'autre. Pas d'interview, pas de communiqué, pas de conférence de presse. Juste une image. Fidèle jusqu'au bout. Et en vrai, j'ai pas eu besoin d'attendre la fin des 8 minutes pour comprendre, puisque je voyais des images de Human After All, et que la musique utilisée était touch. Et vu mes théories personnelles que j'avais fait depuis un petit moment, voilà, ça sentait la fin. Plus on se rapprochait de la fin de la musique, je me disais, bon, bah j'ai l'impression que ma théorie est en train d'être prouvée là. Hein. Et c'est donc, malheureusement pour nous, qu'ils annonceront la fin de leur carrière et la fin du duo. Après, vous savez quoi ? 2 ans après, il y a un projet qui sort, c'est pour fêter les 10 ans de l'album. Oh, youpi, j'étais trop content. Il a un goût amer, cet album. Oh là là, en vrai, on espérait du vrai inédit, des chansons finies. Ce qu'on a, c'est 35 minutes de bonus, dont une partie sont des démos inachevées. En vrai, fascinant pour les grands fans, oui, parce qu'il y a quand même des insides. Mais pour la plupart, c'était quand même assez décevant, quoi. Bon, dans tout ça, on a quand même eu Horizon, on en a parlé tout à l'heure. Donc cool, mais bon, les vrais fans l'avaient déjà entendu sur YouTube et tout, est-ce que ça valait le coup ? Et on a aussi Infinity Repeating, je crois que c'est comme ça qu'on le dit, avec Julian Casablancas, donc le deuxième son, et les Voids. Et là, pour le coup, le son est cool. Là, le son est cool, on est content. Mais bon, attendre 10 ans pour un son, flemme, hein. It's not true, it's not right, it's not how we used to do. It's not true. Mais ce son avec Julian Casablancas, il est quand même beau. Il est hypnotique, mais il est inachevé. Je vais pas vous mentir, il est quand même inachevé. J'ai l'impression que ça sent quelque chose... ouais, non. Et même ça, on a un goût amer. Tu nous proposes un son et t'as l'impression qu'il est pas fini, qu'il est pas masterisé, ou qu'il est pas mixé, ou que... Je sais pas, cet album, moi, il me fout plus le cafard qu'autre chose, quoi. Et quand je dis me foutre le cafard, c'est juste que j'ai accepté qu'il soit parti, que ça se finisse. T'as l'espoir en mode « Ah, c'est un truc anniversaire tu prends !» Et en fait, ça te propète plus le moral parce que tu retombes dans ce truc où tu dis « Bah ouais, bah c'est fini. » Et en plus, ce qu'on nous donne, c'est des miettes de merde, quoi. Je suis un peu dur dans mes propos, je me rends compte quand même. Et donc, on est pour les 10 ans, l'anniversaire en mai, ça sort pile poil la date. Et en novembre, on a aussi un album, l'album, donc Random Access Memories, qui sort en mode drumless, donc sans la batterie. Oui, quand tu vois des sons comme Lose Yourself to Dance, sans batterie, bah, c'est une catastrophe, quoi, je sais pas. Et il y a même des moments bizarres où, par exemple, Giorgio by Moroder, à un moment, il le dit, qu'il le click-track, et ça fait clic, 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 clic. Enfin, c'est le truc de la batterie et tout, et enfin, ce truc de rythme, on se comprend en général, et ça lance la musique. Mais là, il dit, à bout de clic, on n'entend rien, et t'es en mode, bon bah, à quoi ça sert ? Oui, j'avoue, Easy and Touch, si drumless, ça passe, c'est cool, et il y a un côté encore plus humain, encore plus où tu rentres dedans et tout, mais sinon, non, quoi. Mais en tout cas, moi, je parle juste du principe, ça dépend de ce que tu t'attends quand tu lances l'album, quand tu mets play. Quand tu t'attends à un truc, tu peux être déçu, mais je pense que pour certains fans, ou pour vraiment des puristes de la musique, pour des mecs qui jouent de la batterie, enfin non, pas pour les mecs qui jouent de la batterie, parce que là, il y en a pas. Mais je sais pas, il y a des gens, peut-être ça leur plaît, mais moi, ça m'a pas touché. Et je sais pas, dites-le moi, vous, en commentaire, si ça vous a touché. Mais moi, non, pas du tout. Et donc voilà, c'est les 2 dernières choses qu'on a, c'est un peu décevant, mais c'est comme ça. Et pour moi, il reste une dernière chose à dire quand même sur Random Access Memories. C'est quelque chose que les chiffres, les Grammys et même les anecdotes de studio ne racontent pas vraiment. En 2013, la musique électronique, elle est partout. Le DM, elle explose aux États-Unis. Les festivals sont envahis de drops, de lasers, de builds qui montent pendant 2 minutes pour exploser dans un mur du son, là. Et ça, c'est la culture du moment. Et ce qui est beau, et ce qui est fou surtout, c'est que Daft Punk, les 2 hommes qui ont contribué le plus que quiconque à rendre cette musique globale, choisissent ce moment précis pour exactement faire l'inverse. Pas de drop, pas de sample, pas d'algorithme, juste des musiciens dans une pièce. Daft Punk n'a jamais aimé expliquer sa musique. Pas d'interview, pas de visage, pas de biographie officielle, juste de la musique, les casques et le mystère. Et pourtant, avec Random Access Memories,
ils ont dit quelque chose de très clair. Ils ont dit que la musique méritait du temps, qu'elle méritait de l'argent, qu'elle méritait des gens qui y croient assez pour transporter des bandes magnétiques en voiture à travers les États-Unis, qu'elle méritait d'un vieux parolier de 73 ans qui monte sur scène aux Grammys et pleure de bonheur. Ils ont dit que le passé n'était pas derrière nous, mais qu'il était entre nos mains, si on souhaitait bien les ouvrir. Et Bangalter, des années plus tard, dira quelque chose qui est très important. Dans Daft Punk, nous avons essayé d'utiliser ces machines pour exprimer quelque chose d'extrêmement émouvant qu'une machine ne peut pas ressentir, mais qu'un humain peut ressentir. Nous avons toujours été du côté de l'humanité et non du côté de la technologie. Et la dernière chose que je voudrais être dans le monde dans lequel nous vivons en 2023, c'est un robot. Moi, j'avais 14 ans quand cet album est sorti. Je m'en rappellerai toute ma vie puisque c'est le premier album que j'ai acheté. Et je suis rentré chez moi, je suis allé dans ma chambre et ce qui est fou, c'est que je consommais pas les CD. Je sais que mes frères et sœurs consommaient les CD, mais moi je consommais pas les CD. Mais inconsciemment, j'aimais tellement Daft Punk, même plus jeune, que je me suis dit c'est le premier album que j'ai envie d'acheter dans ma vie et surtout c'est le premier album, j'en ai consommé d'autres, mais que j'ai acheté et que je veux consommer. Donc c'est-à-dire que j'avais l'iPod Touch, tout ça, j'aurais pu l'écouter sur l'iPod en premier. Mais non, j'ai voulu l'écouter, je l'ai mis dans ma PS3, je me rappelle, sur la télé. C'est pas la meilleure des qualités du son, ça c'est sûr, mais je l'ai écouté et je me rappelle être assis en face de la télé, en tailleur, et d'écouter. Et la première écoute, j'étais assez surpris. Quand t'as 14 piges et que t'es fan juste de One More Time et tous les trucs comme ça, t'es surpris. Et je comprenais pas tout ce que j'écoutais, mais je sentais que c'était grand. C'était quelque chose d'immense. Et que ça me dépassait, que ça me submergeait en émotions. Quelque chose que je n'avais pas ressenti avant. Et c'est exactement ce dont j'avais besoin à l'époque. Et ensuite, après cette première écoute, je l'écoutais en boucle. Sur mon iPod, sur mon téléphone portable, sur mon MP3, sur tout, partout, tout le temps. Et honnêtement, j'en parle avec pas mal d'émotions, mais c'est cet album qui m'a fait aimer la musique. Je peux le dire aujourd'hui, ça peut être pour quelqu'un, je sais pas, Stevie Wonder ou Eric Clapton ou Prince. Bah moi, ça a été cet album-là parce que j'avais 14 ans et que je connaissais la musique, je consommais beaucoup de musique, mais c'est vraiment cet album qui m'a fait vraiment aimer la musique. Et c'était pas juste l'écouter en fond, c'était vraiment l'écouter à fond, à m'y perdre et à me laisser emporter par la musique. Et depuis, cet album a toujours été présent dans ma vie. Il me suit dans les bons, dans les mauvais moments. Je le redécouvre à chaque fois que je réécoute l'album. J'ai l'impression de prendre en maturité, de découvrir des choses que je n'avais pas entendues avant, de comprendre aussi des choses parce qu'en grandissant, peut-être que j'ai un œil différent sur certaines choses que j'ai vécues et donc la musique, ça se reflète et ben, je comprends certains sons que je n'avais pas compris avant. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable parce que je m'étonne quelquefois à me dire comment je peux écouter cet album des centaines et des milliers de fois et je m'en lasse pas. Et ce qui est drôle, c'est quand on regarde mes stats, chaque année, les rewind un petit peu sur les plateformes et tout, et ben l'album numéro 1, alors j'écoute énormément de sons, plus je vieillis, plus j'écoute énormément de sons, chaque année, le numéro 1, c'est cet album-là. Et c'est ça, je crois, la vraie mesure d'un grand album. Pas les stats, les Grammys, le nombre de ventes, les anecdotes auxquelles on a parlé pendant 1 heure là, dans cette vidéo. C'est ce gamin de 14 ans, assis en plein milieu de sa chambre, qui écoute 2 robots lui expliquer ce que ça veut dire d'être humain.
sweet touch. You've given me too much to feel, sweet touch. You've almost convinced me I'm real. I need something more, I need something more.